L'offensive finale contre Berlin, l'ultime offensive contre le gouvernement nazi, débuta à 4 heures précises du matin, le lundi 16 avril 1945. À cette heure-là, à moins de 40 kilomètres à l'est du centre de la capitale, des fusées éclairantes rouges explosèrent dans le ciel, laissant place à un barrage d'artillerie qui secoua toute la zone, marquant le début de l'offensive russe. Au même moment, les troupes de la 9e armée américaine se retiraient de Berlin. Elles retournèrent vers l'ouest pour occuper de nouvelles positions le long de l'Elbe, entre les villes de Tangermünde et de Barbie. 2 jours plus tôt, le général Eisenhower avait décidé de stopper l'avancée anglo-américaine. Il déclara que Berlin n'était plus un objectif militaire. Pour certains soldats américains, la ville n'était qu'à environ 70 kilomètres. Au début de l'attaque, les Berlinois attendaient au milieu des décombres, silencieux et effrayés. Seule la survie comptait. Manger était plus urgent que tout. Se cacher était plus logique que combattre. Tenir bon était plus logique que gagner. Voici l'histoire de cette époque. L'assaut sur Berlin et ce qui est arrivé à la ville. Bien qu'il y ait des passages sur les combats, ce n'est pas un rapport militaire. Il s'agit de ce que des gens ordinaires, soldats et civils, ont vécu, pris au piège de l'effondrement, de la frustration, de la peur et des abus engendrés par la défaite et l'entrée des vainqueurs. Dans le nord de l'Europe, l'aube se lève tôt. Alors même que les bombardiers s'éloignaient, les premiers rayons du soleil perçaient à l'est. Dans ce calme matinal, des colonnes de fumée noire s'élevaient au-dessus des quartiers de Pankow, Weissensee et Lichtenberg. Avec les nuages bas, il était difficile de distinguer la part de la lueur de l'aube de celle des incendies qui continuaient de brûler ce qui restait de Berlin. Alors que la fumée se répandait sur les ruines, la ville la plus durement touchée par les bombes d'Allemagne se révélait, nue et brisée. Elle était couverte de suie, criblée de trous et jonchée des vestiges tordus des immeubles effondrés. Des immeubles entiers avaient disparu. Au cœur de la ville, les quartiers avaient disparu. Dans ces espaces vides, ce qui avait été autrefois des avenues et des rues étaient désormais des chemins encombrés de pierres et de poussière, serpentant à travers des montagnes de briques. Partout, il ne restait que des structures sans fenêtres ni toit, qui semblaient regarder vers le ciel à travers des trous béants. Après l'attaque, une fine couche de cendres s'est abattue sur tout, recouvrant les ruines. Parmi les vestiges de briques et de fer tordus, rien ne bougeait, si ce n'est la poussière tourbillonnant au vent. Elle s'infiltrait dans le célèbre boulevard Unter den Linden, où les arbres, désormais dénudés, avaient leurs branches brûlées. Presque aucune banque, bibliothèque ou boutique élégante du quartier ne restait indemne. Mais à l'extrémité ouest de cette avenue, le monument le plus célèbre de Berlin, la porte de Brandebourg, bien que gravement endommagée et brisée, tenait toujours debout, ses 12 grandes colonnes tenant toujours. Non loin de là, sur la Wilhelmstrasse, où se dressaient plusieurs bâtiments gouvernementaux et d'anciens palais, les vestiges de milliers de fenêtres scintillaient sur les amas de pierre. Au numéro 73, le petit palais qui avait été la résidence officielle des présidents avant le régime nazi avait été ravagé par un incendie. On l'avait autrefois surnommé une sorte de petit Versailles. Aujourd'hui, les figures d'eau de la fontaine du jardin étaient réduites en miettes au-dessus de l'entrée et les statues du toit, représentant des Rhénans, étaient décapitées et meurtries par des éclats d'obus. Un peu plus loin, au numéro 77, le bâtiment était endommagé mais toujours intact. Tout autour, des décombres s'amoncelaient. La façade en L de 3 étages avait son revêtement brun clair usé. Au-dessus de chaque entrée, des aigles royaux à croix gammée étaient encore suspendus, mais leur surface était profondément marquée. Au-dessus, le balcon d'où avaient été prononcés de nombreux discours était encore visible. C'était la chancellerie du Reich, le poste de commandement d'Hitler, toujours debout. Au-dessus du Kurfürstendamm, autrefois une sorte de 5e avenue à Berlin, se dressait la carcasse tordue de ce qui avait été l'église du souvenir de l'empereur Guillaume. Sur la tour de l'horloge incendiée, les aiguilles étaient bloquées à 7h30 et n'avaient pas bougé depuis 1943, lorsqu'une seule nuit de bombardement avait détruit plus de 1000 hectares de la ville. À quelques mètres de là se trouvaient les vestiges du zoo le plus célèbre de Berlin. L'aquarium était dévasté. Les espaces réservés aux reptiles, aux hippopotames, aux kangourous,
aux tigres et aux éléphants, comme tant d'autres, était en ruine. Autour, le parc du Tiergarten, d'une superficie de plus de 600 hectares, était un champ sans vie, jonché de trous géants dus aux explosions, de lacs de débris et d'ambassades à moitié détruites. Autrefois une forêt d'arbres feuillus, il ne restait plus que des troncs calcinés. Les plus grandes ruines subsistaient dans la partie nord-est du Tiergarten, non pas dues aux bombes, mais à la politique du régime lui-même. Le bâtiment du Reichstag, siège du Parlement, fut délibérément incendié par les nazis en 1933, qui accusèrent les communistes. Cela donna à Hitler le prétexte pour s'emparer du pouvoir. Au-dessus de l'entrée, sur 6 colonnes, l'inscription « Au peuple allemand » était encore gravée. Devant le bâtiment du Parlement se trouvait autrefois un groupe de sculptures. Toutes furent détruites sauf une haute colonne de granit rouge et de bronze. Après l'incendie du Reichstag, Hitler avait ordonné son déplacement. Elle se dressait désormais à 1 kilomètre de là, sur la Charlottenburger Chaussée, au centre même de l'axe est-ouest qui traversait la ville. Au lever du soleil ce matin-là, on pouvait apercevoir la silhouette dorée au sommet de la colonne, une statue ailée, portant une couronne de laurier dans une main et un drapeau frappé de la croix de fer dans l'autre. Elle était encore intacte, entourée par la ville dévastée. C'était la colonne de la victoire. Partout dans la ville, des alarmes retentirent, signalant que le danger était réel. C'était le 314e raid aérien contre Berlin. Au début du conflit, les attaques étaient plus espacées. Mais désormais, les bombes tombaient sans cesse. Les Américains le jour, les Britanniques la nuit. Les destructions étaient déjà colossales. Plus de 26 km² étaient en ruine, 10 fois plus que ce que les Allemands avaient détruit à Londres. On estimait que plus de 85 millions de mètres cubes de ruines jonchaient les rues, soit suffisamment pour former une montagne de plus de 300 mètres de haut. Près de la moitié des 1,5 million de logements berlinois étaient endommagés et un tiers était inutilisable. Les victimes étaient si nombreuses que le nombre exact ne serait jamais connu. Mais au moins 52 000 personnes étaient mortes et plus du double de blessés graves, soit 5 fois plus qu'à Londres. Berlin était déjà une ville rasée et le pire était encore à venir. Malgré tout cela, la vie continuait, presque absurdement, au milieu des décombres. 12 000 policiers étaient encore en service. Le courrier était distribué. Les journaux partaient chaque jour. Les lignes téléphoniques et télégraphiques fonctionnaient. Les ordures ménagères étaient ramassées. Certains cinémas, théâtres et même une partie du zoo étaient encore ouverts. L'orchestre philharmonique de Berlin proposait encore des concerts. Les magasins proposaient des promotions. Les boulangeries et les marchés étaient ouverts tous les matins. Les blanchisseries, les pressings et les coiffeurs avaient des clients. Le métro et le métro aérien continuaient de fonctionner. Et dans presque toutes les rues, on entendait encore les cris des mêmes vendeurs de fleurs, comme si c'était un jour comme les autres. Malgré tant de catastrophes, près de 70% des grandes usines berlinoises continuaient de fonctionner. Près de 600 000 personnes avaient encore un emploi. Mais se rendre au travail était un défi. Cela pouvait prendre des heures. Il y avait des détours, des embouteillages et des véhicules en panne. C'est pourquoi beaucoup se levaient tôt. Tout le monde voulait arriver avant 9 heures, heure à laquelle les avions américains apparaissaient généralement. Ce matin-là, dans les 20 quartiers de la ville, les gens sortaient de leurs abris comme des hommes des caves. Ils sortaient du métro, des sous-sols publics, des caves sous leurs maisons endommagées. Peu importait qu'ils soient optimistes ou effrayés, qu'ils soient d'accord ou non avec le régime. Ils partageaient tous une chose, ceux qui avaient passé une autre nuit en vie voulaient tout autant atteindre la fin de la journée. Le pays aussi luttait pour survivre. En cette 6e année de conflit, le gouvernement nazi luttait avec ce qui lui restait. Le projet d'Hitler de règne millénaire avait été anéanti. L'ennemi s'avançait désormais de 2 côtés. Les forces anglo-américaines traversaient le Rhin, avaient traversé Remagen et approchaient de Berlin. Elles se trouvaient à environ 300 kilomètres. De l'autre côté, près de l'Oder, une menace plus redoutée et plus proche se dressait. Les Russes, à moins de 50 kilomètres. C'était le mercredi 21 mars 1945, premier jour du printemps. Une nouvelle chanson passait sur les radios de toute la ville. Ce sera un printemps sans fin. Face à tout ce qui pouvait leur arriver, les Berlinois réagissaient de diverses manières. Certains fermaient les yeux, espérant que rien ne leur arriverait. D'autres prenaient des risques.
Beaucoup étaient envahis par la rage ou la peur, et certains, voyant qu'il n'y avait aucune issue, décidèrent d'affronter courageusement l'avenir. Dans le quartier de Zehlendorf, au sud-ouest de la ville, Richard Poganowska, producteur laitier, se levait comme toujours à l'aube. Autrefois, son travail était monotone. Désormais, c'était ce qui lui donnait du sens. Il travaillait à la ferme du domaine d'Alem, vieille de plus de 3 siècles et située dans un quartier élégant de Berlin, à quelques kilomètres du centre. Dans n'importe quelle autre ville, avoir une ferme si proche du centre-ville aurait été inhabituel, mais pas à Berlin. 1/5 de la superficie de la ville était constituée de forêts, de parcs, de lacs et de rivières. Pourtant, Poganowska, comme beaucoup à la ferme, aurait aimé être plus loin, hors de portée des bombes. Lui, sa femme Lisbeth et leurs 3 enfants passèrent la nuit comme d'habitude, dans la cave du bâtiment principal de la ferme, rue Königin-Luise. Le sommeil était presque impossible à cause du bruit des canons anti-aériens et des explosions. Comme presque tous les Berlinois, le laitier était épuisé. Il ignorait quelle zone avait été bombardée cette nuit-là, mais il était certain qu'elle n'avait pas touché les étables. Les vaches étaient encore vivantes. Rien ne semblait les perturber. Au milieu des bombes et des tirs, elles continuaient à mâcher comme si de rien n'était, et pourtant elles continuaient à produire du lait. C'était une chose qui le frappait quotidiennement. Ensommeillé, Poganowska remplit sa charrette en bois de pot de lait, attela ses 2 chevaux, Lisa, qui était bronzée, et Hans, et, avec son chien gris Poldi à ses côtés, commença sa route. Quittant la cour, elle tourna à droite sur Pacelli Allée et se dirigea vers Schmargendorf. Il était 6 heures du matin. Elle ne rentrerait qu'à 9 heures du soir. Fatigué, les os lourds, il n'avait rien perdu de sa franchise. Pour ses 1200 clients, il était devenu une sorte de réconfort. Son itinéraire traversait 3 quartiers, Zehlendorf, Schöneberg et Wilmersdorf. Tous furent durement touchés. Schöneberg et Wilmersdorf, plus proches du centre, furent presque rasés. À Wilmersdorf seulement, plus de 36 000 maisons furent détruites. Près de la moitié de ces 340 000 habitants se retrouvèrent sans abri. C'est pourquoi le visage du laitier, ne serait-ce qu'un instant, exprima un soulagement. Même si tôt, des gens l'attendaient à chaque coin de rue. Les files d'attente étaient monnaie courante pour tout, le boucher, le boulanger, et même pour l'eau lorsque les canalisations étaient cassées. Même s'il y avait du monde, Poganowska sonnait sa grosse cloche pour s'annoncer. Elle avait commencé à le faire lorsque les attaques diurnes s'intensifièrent et qu'elle ne pouvait plus se rendre dans chaque maison. Pour ses clients, lui et sa cloche faisaient partie du paysage. Ce matin-là, c'était pareil. Il saluait ses clients et leur donnait la quantité exacte indiquée sur leur carte de rationnement. Il connaissait beaucoup d'entre eux depuis près de 10 ans. Il savait qu'il pouvait parfois donner un peu plus. En ajustant les formalités administratives, il pouvait donner un petit supplément pour un baptême ou un mariage. Ce n'était pas légal, mais ces jours-ci, tout le monde prenait un risque. Elle voyait de plus en plus de gens fatigués, tendus et silencieux. On ne parlait plus beaucoup du conflit. Personne ne savait ce qui se passait vraiment. Et même s'il le savait, il ne pouvait rien faire. De plus, il y avait déjà trop de gens qui avaient des opinions. Il évitait d'en parler. Avec sa routine de 15 heures par jour, il avait appris à ne pas trop penser à la guerre. Comme beaucoup, il était devenu presque insensible à ce qui se passait. Mais il remarquait encore des choses qui lui donnaient espoir. Par exemple, les rues étaient encore dégagées. Il n'y avait ni barricades ni pièges à chars. On ne voyait ni canons ni soldats creusant des tranchées. Rien ne laissait présager un siège. De plus, chaque jour, en passant par Friedenau, où vivaient plusieurs hauts fonctionnaires, il observait une maison en particulier. Un important fonctionnaire des postes, fidèle au parti, y vivait. On laissait toujours les rideaux ouverts, et depuis sa charrette, le laitier pouvait apercevoir un immense tableau accroché dans le salon. C'était un portrait d'Hitler, le visage grave et provocateur. Si la situation était si mauvaise, pensa-t-il, ce tableau ne serait plus accroché. Il claqua la langue pour presser les chevaux et reprit son travail. Malgré le sombre avenir, il ne voyait aucune raison de paniquer. Aucun quartier de Berlin n'avait été complètement épargné par les bombardements, mais Spandau, l'un des plus grands quartiers de l'Ouest, n'avait pas été aussi durement touché. Tout le monde s'attendait à une offensive majeure à tout moment.
Étrangement, elle n'avait pas eu lieu, car c'était là que se trouvait la plus grande industrie d'armement de la ville. Contrairement à d'autres quartiers du centre, où jusqu'à 70% des bâtiments avaient été détruits, seuls 10% avaient été perdus à Spandau. Cela représentait tout de même plus de 1000 logements inoccupés, mais comparé aux autres quartiers, c'était encore petit. Dans les quartiers les plus touchés, une phrase sarcastique résonnait. Les nains de Spandau sont les derniers à aller au cercueil. À l'extrémité ouest de Spandau, à Staken, vivait un couple, Robert et Ingeborg Kolb. Il n'y avait pas eu de bombardements importants à cet endroit. Les seules explosions proches étaient celles qui avaient manqué l'aéroport. Leur maison à 2 étages, aux murs orange et marron, avec une véranda vitrée et un jardin, était intacte. Ils vivaient dans une tranquillité que beaucoup enviaient. Ingeborg s'occupait des tâches ménagères, elle préparait les repas, entretenait le jardin et s'occupait de leurs 2 fils de 8 et 10 ans. Robert, 41 ans, travaillait comme ingénieur électricien chez Siemens. L'entreprise continuait de fonctionner normalement, ce qui était déjà inhabituel. Comme d'autres employés, il se rendait au travail à vélo tous les jours, traversant des chemins où il pouvait voir des maisons effondrées et des rues poussiéreuses. Ils savaient tous deux que la fin approchait, mais ils vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Ingeborg rangeait la maison et veillait à ce que tout soit propre. Robert allait à l'usine, réparait les moteurs et s'assurait que les lignes électriques ne tombent pas en panne. Parfois, la nuit, ils écoutaient les discours du parti qui annonçaient encore la victoire. Ils n'y croyaient plus mais continuaient à écouter. Il y avait des moments de tension, bien sûr. Quand les alarmes retentissaient, ils descendaient au sous-sol. Ils préparaient la lampe de poche, des couvertures et une petite radio. Ils parlèrent peu. Ils attendaient simplement que le danger soit passé. Puis ils remontaient, balayaient la poussière, réparaient ce qui était cassé et repartaient. Le quartier avait encore des commerces ouverts. On pouvait acheter du pain, même s'il fallait faire la queue. La boucherie était encore ouverte quelques heures. Et dans la rue, des enfants jouaient encore. On aurait dit qu'ils essayaient de faire comme si tout allait bien. Mais tout le monde savait ce qui allait arriver. La radio avait parlé de l'offensive russe. Des rumeurs de pillage, d'abus, de vengeance se répandaient. Les gens commençaient à creuser des trous dans leurs jardins pour cacher des choses. D'autres couvraient leurs fenêtres de couvertures et de cartons. Certains voisins disaient discrètement au revoir. Ils partaient à la campagne, chez des proches, ou disparaissaient tout simplement. Dans ce calme apparemment absurde, beaucoup se demandaient combien de temps encore la ville tiendrait. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde le ressentait. Et pendant ce temps, ils poursuivaient leurs activités habituelles, comme si c'était le seul moyen d'éviter de devenir fou. Le général Heinrici sonne l'alarme. Le 13 mars 1945, Hitler décide de destituer le général Gotthard Heinrici du commandement du groupe d'armée Vistule. Soldat chevronné, méthodique et discret, il est nommé ce jour-là à la tête du secteur le plus fragile de tout le front de l'Est. Le groupe d'armée Vistule est chargé de protéger la route directe vers Berlin. Face à lui se trouvent les forces du maréchal Zhukov. Seul Heinrici sait ce qui l'attend. Lorsqu'il prend le commandement, la situation est désastreuse. L'armée dispose de moins de divisions que nécessaire, d'armes obsolètes, d'unités incomplètes et de nombreux soldats sans réelle expérience. Les lignes défensives sont fragiles et mal construites. Il n'y a pas de temps pour les renforcer. Heinrici commence par l'essentiel, déplacer ses soldats vers des emplacements plus stratégiques. Il ordonne également la construction de tranchées, le renforcement des routes et l'installation de champs de mines. Il sait que cela n'arrêtera pas les Russes, mais que cela pourrait les retarder. Dès les premiers jours, Heinrici comprend que le combat est perdu. Il ne pouvait que gagner du temps. Il ne s'agissait plus de tenir des positions, mais de ralentir l'inévitable. Il le précisait clairement dans ses rapports. Si l'ennemi attaquait avec toutes ses forces, il serait impossible de l'arrêter. Les divisions allemandes étaient épuisées. Les soldats étaient restés sans repos pendant des semaines. Il y avait pénurie de nourriture, de carburant et de médicaments. Les communications étaient constamment interrompues, l'artillerie fonctionnait à peine, et le ciel était contrôlé par les Russes. Chaque mouvement était observé du ciel. Heinrici n'était pas un politicien. Il parlait peu, mais avec des faits. Ses rapports étaient froids et détaillés. Il ne cherchait pas à plaire à Hitler ni à tout édulcorer.
Ce qu'il disait était vrai. De ce fait, il ne plaisait pas à certains officiers du haut commandement. Lors d'une réunion le 20 mars, dans la cabine de commandement de Zosen, Heinrici montra des cartes et expliqua la situation. Il montra comment l'ennemi rassemblait ses forces, comment il avait détecté des chars et des armes lourdes, et comment les troupes soviétiques se déplaçaient. Il déclara que l'attaque n'était qu'une question de jours. Personne ne le contredit, mais l'atmosphère devint tendue. Certains tentèrent de changer de sujet. Hitler écouta tout en silence. Puis il s'enquit de la possibilité de lancer une offensive sur Kustrin. Heinrici répondit que ce n'était pas réalisable. Il n'y avait pas assez de troupes pour cela. Si des unités étaient retirées du front, la défense serait percée. La seule solution raisonnable était de tenir bon et de temporiser. Après cette réunion, Heinrici retourna à son poste. Il ordonna l'amélioration des positions. Il ordonna l'acheminement de bois, de sacs de sable et de barbelés. Il n'y avait pas grand-chose, mais avec le peu qui restait, on essaya de renforcer la ligne. Parallèlement, il réorganisa ce qu'il pouvait. Il changea de commandant, fusionna des bataillons et assigna des fonctions claires. Sa priorité était de tenir bon. Le 4 avril, un avion de reconnaissance confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Plus d'1 millier de chars se massaient de l'autre côté de l'Oder. Les divisions soviétiques avançaient rapidement. Tout indiquait que l'attaque était imminente. Cette même nuit, Heinrici convoqua ses commandants d'unités. Il leur ordonna d'évacuer les lignes de front avant la tombée de la nuit du 15. Il annonça que l'attaque commencerait le 16 au plus tard à l'aube. Selon ses propres termes, il n'y avait pas de drame, juste des faits. Il calcula qu'avec un peu de chance, il pourrait tenir 5 jours. Après cela, les Russes atteindraient le cœur de Berlin. Impossible de les arrêter. Les réserves allemandes étaient minimes, la mobilité était quasi nulle. Il n'y avait aucun soutien aérien, et les ordres d'en haut ne servirent à rien. Le 14, Heinrici fut de nouveau convoqué à une réunion avec Hitler. Cette fois, c'était dans le bunker. Il y entra sans escorte dans son uniforme froissé. Hitler était déjà à l'intérieur, accompagné de Keitel, Jodl et Goebbels. La pièce était petite, faiblement éclairée. Une immense carte était accrochée au mur. Les positions y étaient marquées par des punaises rouges et bleues. Hitler la salua d'un bref hochement de tête, puis il commença à parler de contre-offensive. Il annonça qu'un groupe de choc composé d'unités SS et de divisions Panzer allait être constitué pour attaquer le flanc gauche de l'ennemi. Il fallait reprendre Kustrin. Il ajouta que cela changerait le cours des événements. Heinrici attendit son tour pour parler, puis il déclara qu'il était impossible de lancer une telle manœuvre. Il expliqua que le front central ne pouvait rester sans défense, qu'il n'y avait pas de chars disponibles, que même s'il y en avait eu, le terrain était boueux et les véhicules resteraient bloqués. Hitler parut agacé. Il l'interrompit. Il dit qu'il avait déjà donné l'ordre, que les soldats devaient obéir, qu'il fallait de la volonté, pas des excuses. Heinrici baissa les yeux, mais maintint son argument. Il dit que les hommes étaient épuisés, que personne ne pouvait se battre sans repos, sans nourriture, sans munitions. Que ce n'était pas un manque de volonté, mais une simple question de physique. Jodl intervint. Il dit que le moral était essentiel, que l'histoire les jugerait. Heinrici ne répondit pas. Il se contenta de regarder la carte. Il calcula mentalement les heures restantes. Il savait qu'au moment même où il parlait, les Russes étaient déjà prêts à avancer. À la fin de la réunion, il quitta le bunker sans un mot. Il monta dans sa voiture et retourna au front. Il ne dormit pas de la nuit. Il resta dans sa caserne, relisant les rapports de renseignement. À 3 heures du matin, le 16 avril, le ciel s'illumina. L'artillerie soviétique commença à tirer. C'était le début de la fin. Le bombardement commença avec une intensité sans précédent. Sur tout le front, de l'Oder aux hauteurs de Silo, les obus pleuvaient sans interruption. Les lignes de communication furent coupées en quelques minutes. Les tranchées les plus exposées furent ravagées par les explosions. Les positions qu'Heinrici avait ordonné d'évacuer quelques heures plus tôt furent détruites. Les soldats des deuxièmes lignes attendaient en silence. Ils savaient qu'après cette tempête de feu, l'avancée de l'infanterie et des chars allait commencer. Le bruit était si fort qu'il était impossible de parler. On ne voyait que des visages couverts de boue, des regards fixes, des mains crispées serrant des fusils ou des grenades.
Au milieu du chaos, Heinrici se déplaçait entre les postes de commandement. Il ne parlait pas beaucoup, il se contentait de s'enquérir de la situation, d'examiner des cartes et de donner des instructions. Il était clair que l'objectif n'était pas de gagner, mais de retarder l'avancée. Chaque heure où les Russes pouvaient être retenus était une heure de plus pour évacuer les civils, préparer Berlin, tenter l'impossible. À 5 heures du matin, les premiers rapports confirmaient la percée de l'artillerie ennemie. Dans plusieurs secteurs, les troupes soviétiques traversèrent le fleuve. Elles arrivaient en bateaux, en pontons et en camions amphibies. Derrière elles, des chars avançaient. Le sol était humide, mais cela n'arrêtait pas l'avancée. Heinrici ne manifesta aucune surprise. Il l'avait anticipé. Il déclara que la priorité était d'éviter une percée immédiate, que les contre-attaques devaient se concentrer sur les points clés et non tenter de tout arrêter d'un coup. Il ordonna d'utiliser les dernières réserves pour combler les brèches les plus dangereuses. À midi, la pression était énorme. Sur les hauteurs de Silo, la bataille était au corps à corps. Les troupes allemandes se battaient pour chaque mètre, mais les pertes étaient très élevées. Les chars ennemis gravissaient les collines et pulvérisèrent les défenses. Le sol tremblait à chaque explosion. Les rapports parvenant au quartier général du groupe d'armées Vistule étaient de plus en plus alarmants. Une division entière avait été isolée. Une autre était à court de munitions. Les lignes téléphoniques étaient coupées. Seules les radios subsistaient, qui fonctionnèrent parfois, parfois non. Heinrici conservait le commandement. Il refusait d'évacuer. Il déclara que tant qu'il pourrait recevoir des rapports, il continuerait à commander. Il convoquait ses officiers toutes les 2 ou 3 heures. Il s'enquérait du moral, de la nourriture et des blessés. Il ordonna de tenir autant que possible les abords de Berlin. Si ces routes tombaient, il n'y aurait plus d'autre option. Le 17, la situation était encore pire. Les lignes s'étaient rompues en 2 endroits. Les troupes soviétiques avaient franchi en force. Les tentatives pour ralentir leur progression avec des lance-flammes et des mines étaient inefficaces. Il ne s'agissait plus de contenir, mais d'empêcher l'effondrement. Cet après-midi-là, Heinrici demanda à parler au haut commandement à Berlin. Keitel répondit par radio. Heinrici expliqua que si un retrait ordonné n'était pas autorisé, tout le front tomberait. Il dit qu'il devait se replier aux abords de Berlin et former une dernière ligne. Sinon, les Russes atteindraient la capitale en quelques jours. Keitel répondit que c'était impossible. Hitler avait donné l'ordre de ne pas céder de terrain. Toute retraite était interdite. Il devait rester sur place. Se retirer, c'était se rendre. Heinrici ne répondit pas immédiatement. Puis il répéta que si l'ordre n'était pas donné, il ne pouvait rien garantir. Keitel lui demanda d'attendre. Il dit qu'il consulterait. Quelques heures plus tard, la réponse arriva. Elle était négative. La position actuelle devait être maintenue. Heinrici raccrocha la radio. Il donna l'ordre de regrouper ce qui restait de ses unités et de former une ligne plus courte. Il le fit sans attendre la permission. Il déclara qu'il ne s'agissait plus d'obéir, mais d'empêcher que tout ne s'effondre. Cette nuit-là, plusieurs unités réussirent à quitter les secteurs les plus touchés. Elles se replièrent sur des routes secondaires. Elles brûlèrent des documents, détruisirent du matériel endommagé et évacuèrent les blessés qu'elles pouvaient transporter. Heinrici passa la nuit dans un abri de fortune, une carte étalée sur une table cassée. Il continua à tracer des itinéraires de repli. Chaque ligne représentait des heures de vie pour la capitale. Le 18, impossible de cacher la vérité. Les troupes soviétiques avaient atteint Münchberg. Il restait moins de 60 km jusqu'à Berlin. Des avant-postes ennemis étaient déjà visibles aux abords. Des postes d'observation signalaient que les civils commençaient à fuir en masse. Des voitures avec des enfants, des personnes âgées marchant, des soldats désarmés se mêlaient à la population. C'était le début du chaos. À Berlin, le commandement central continuait d'agir comme si de rien n'était. Hitler prononçait des discours à huis clos. Il parlait de divisions disparues. Il promettait des renforts que personne ne voyait. Il ordonnait des attaques du nord, du sud, depuis les points déjà occupés par les Russes. Personne ne le contredisait. Le 19, Heinrici envoya son dernier rapport officiel. Il y affirmait que le groupe d'armées Vistule avait perdu près de la moitié de ses capacités, qu'il n'y avait plus de réserve, que l'ennemi avait percé toutes les lignes et avançait rapidement, que la défense était désormais impossible, et que, si Berlin ne capitulait pas, la population devait au moins être autorisée à évacuer. Ce message resta sans réponse.
Le lendemain matin, on l'informa qu'il n'était plus sous commandement. Il avait été remplacé par le général Kurt Studen. Il n'y eut pas de cérémonie, pas d'appel, juste une annonce radio. Heinrici ne protesta pas. Il retira son casque, salua ses hommes les plus proches et monta dans une voiture sans escorte. Il quitta les fronts en silence. Il avait fait de son mieux. L'avenir ne dépendait plus de lui. Les jours suivants, Berlin devint un champ de bataille. Les rues étaient remplies de chars, de barricades, de soldats jeunes et vieux, d'enfants des jeunesses hitlériennes et d'anciens du Volkssturm. La ville courait à l'effondrement, et Heinrici avait déjà tout dit avant que cela n'arrive. La rage d'Hitler dans le bunker. Hitler se réveillait plus tard chaque jour, parfois à midi, parfois après 2 heures. Il dormait dans une petite pièce en béton aux murs gris et au mobilier épuré. À côté de lui dormait Eva Braun, qui l'accompagnait depuis leur réfugié dans le bunker. À son réveil, il prit un petit déjeuner léger. Puis il se rendit directement à une réunion avec son équipe militaire. Lors de ces séances quotidiennes, il discutait du front, des troupes et de cartes chargées de marquage. Mais Hitler n'écoutait plus. Tandis que les Russes avançaient à l'est et les Américains à l'ouest, il retombait dans sa routine. Il marchait courbé, une main tremblante. Il s'appuyait parfois sur son aide de camp, Otto Günsche, ou sur la table pour se soutenir. Sa voix était faible, mais il criait quand quelque chose ne lui plaisait pas. Les généraux qui lui rendèrent visite savaient qu'il était inutile de discuter. Hitler continuait de donner des ordres pour déplacer des divisions qui n'existaient plus. Il ordonna des contre-attaques de chars qui ne se produisirent jamais. Dans son esprit, l'armée était encore forte, loyale et déterminée. Il refusait d'accepter que la plupart des unités soient détruites, désorganisées ou piégées. Le général Burgdorf lui apporta un jour un rapport indiquant que les soviétiques étaient à 30 km de Berlin. Hitler le déchira sans le lire. Il affirma que les Russes exagéraient, qu'ils n'étaient pas vraiment allés aussi loin, que l'ennemi allait percer à tout moment. Une autre fois, il ordonna au général Wenck, à la tête de la 12e armée, de faire demi-tour et de marcher sur Berlin. On lui répondit que c'était impossible. Wenck n'avait presque pas d'hommes, pas de carburant, et faisait face aux Américains. Hitler insista. Il cria que le sort du Reich était en jeu, qu'il fallait obtenir l'assentiment des généraux. Devant l'absence de réponse des généraux, il prit cela pour un signe d'approbation. Personne n'osa le reprendre. Il savait que s'il le faisait, il serait renvoyé, voire pire. Certains furent remplacés en quelques heures. D'autres furent envoyés au front en guise de punition. L'un d'eux, le général Buss, déclara à voix basse que cette guerre n'était plus militaire mais personnelle. C'était la guerre d'Hitler contre la réalité. L'atmosphère à l'intérieur du bunker devenait chaque jour plus tendue. Les murs étaient en béton épais, aucune lumière du soleil n'y entrait. L'air était lourd, chargé de fumée de cigarettes et de l'odeur des corps qu'on n'avait pas retirés depuis des semaines. Les lampes étaient allumées toute la journée, rendant impossible de distinguer le jour de la nuit. Eva Braun s'efforçait de maintenir un semblant de normalité. Elle se maquillait, écoutait de la musique et regardait de vieux films sur un projecteur portable. Elle invitait les officiers à prendre un café dans son salon, mais personne ne pouvait oublier que les bombes tombaient dehors, que les cris des blessés des hôpitaux voisins parvenaient jusque dans les couloirs. Parfois, Hitler restait des heures en silence. Il fixait des cartes sans cligner des yeux. D'autres fois, il parlait sans arrêt, répétant de vieilles phrases. Il disait que le peuple allemand n'avait pas été à la hauteur, que l'échec n'était pas le sien, mais celui des autres, que si l'Allemagne perdait, elle méritait d'être détruite. Lors d'une réunion le 18 avril, juste après la confirmation de la chute de Kustrin, Hitler eut l'une de ses plus violentes crises. Keitel tenta de lui expliquer que les lignes étaient rompues, qu'il était impossible de contenir les Russes. Hitler l'interrompit en criant. Il dit qu'il ne voulait pas entendre d'excuses, que les généraux étaient des lâches, que personne n'avait le courage. Il cria si fort qu'il dut s'asseoir, ses mains tremblaient. Il but un verre d'eau avec difficulté. Puis il se leva brusquement et quitta la pièce. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Personne ne savait quoi dire. Les jours suivants, son comportement devint plus erratique. Il ordonna la destruction de tous les ponts sur la Spree. Puis, le lendemain, il ordonna leur réparation. Il déclara qu'il y avait des traîtres partout, que quelqu'un transmettait des informations à l'ennemi, que les Russes n'auraient pas pu arriver si vite sans aide.
Il fit arrêter plusieurs officiers pour désobéissance. Certains furent fusillés sans procès, d'autres disparurent. Chacun craignait d'être le prochain. On craignait de parler, de bouger, d'écrire quoi que ce soit sur les papiers de la caserne. Chaque phrase pouvait être considérée comme une trahison. Le médecin personnel d'Hitler, le docteur Morel, commença à remarquer des changements dans son état de santé. Il augmenta sa dose de tranquillisant. Il lui fit des injections plusieurs fois par jour, ainsi que des vitamines, des extraits de foie et des stimulants. Mais rien ne semblait fonctionner. Hitler était épuisé. Il traînait les pieds. Son bras gauche tremblait constamment. Sa mâchoire se crispait de façon incontrôlable. Malgré tout, il continuait à prononcer des discours. Il rassemblait ses officiers et évoquait des contre-attaques imaginaires. Il disait que les Alliés allaient se battre entre eux, que les Russes seraient vaincus par la force de l'esprit allemand. Personne n'y croyait, mais tout le monde était d'accord. Le silence était la seule issue. Le 20 avril était son 56e anniversaire. Eva Braun organisa une petite fête. On lui apporta un gâteau. On lui chanta une chanson. Des officiers lui offrirent des cadeaux simples, un stylo, un livre, une vieille médaille. Hitler sourit à peine. Il prononça quelques mots, il les remercia. Puis, il regagna sa chambre. Ce même jour, il reçut sa dernière visite officielle. Le général Keitel, l'amiral Dönitz et le maréchal Göring passèrent devant le bunker. Ils lui serrèrent la main. Ils le félicitèrent. Ils discutèrent quelques minutes, puis ils montèrent et partirent. Ils savaient qu'ils ne le reverraient plus jamais. Dans la nuit du 20 au 21, Hitler arpentait les couloirs sans but précis. Il marmonnait des phrases incohérentes. Il s'enquérait de divisions disparues. Il donnait l'ordre de défendre des secteurs déjà occupés. Ses assistants prenaient des notes, mais savaient qu'ils ne pouvaient rien mettre en œuvre. À l'aube du 21, le général Weidling, responsable de la défense de Berlin, lui remit un nouveau rapport. Il indiquait que les troupes russes étaient déjà dans les limites de la ville, que l'artillerie soviétique pilonnait le centre, que les combats se déroulaient rue par rue. Hitler ne réagit pas dans un premier temps, puis il s'enquit de la 12e armée. On lui répondit qu'elle était encore à l'ouest, incapable d'avancer. Hitler lui ordonna de bouger. Personne ne répondit. Puis il s'enquit de Steiner. On lui dit que Steiner devait attaquer. Keitel baissa les yeux. Steiner n'avait pas de troupes. Cette unité n'existait pas. C'est alors qu'Hitler s'arrêta brusquement. Il frappa du poing sur la table. Il hurla que tout cela n'était qu'une trahison, que ses officiers l'avaient trompé, que personne n'était loyal, que tout le monde méritait la mort. Cette scène fut la dernière grande explosion de rage du Führer. Après cela, il s'éteignit. Il passa plus de temps seul. Il parle moins. Il dormit davantage. Il ne rencontra plus tout le monde, seulement quelques-uns. Dans les couloirs du bunker, le silence s'installa. Le bruit des bombardements était constant. Les murs tremblaient à chaque impact. Le plancher craquait. Des fils électriques pendaient, des lumières vacillaient. Les aides de camp parlaient à voix basse. Les cuisiniers préparaient des repas simples. Les messagers n'arrivaient plus. Personne ne sortait. Personne n'entrait. Il ne restait plus qu'à attendre. Dans ces derniers jours, Hitler ne parlait plus de victoire, seulement de châtiment. Il disait que les Allemands avaient échoué, qu'ils n'avaient pas combattu avec acharnement, qu'ils méritaient de disparaître, qu'ils ne se rendraient pas. Il ordonna la destruction de tous les documents, les papiers brûlés, les noms effacés. Il voulait qu'il ne reste aucune trace. Il voulait que l'histoire soit sans preuve. Certains officiers tentèrent de le convaincre de s'échapper, de quitter le bunker, de fuir vers le sud, de se cacher. Il dit non, qu'il ne fuirait pas, qu'il mourrait à Berlin. Le général Krebs lui rendit visite une dernière fois le 25 avril. Il lui annonça que les Russes étaient désormais à moins de 2 kilomètres, qu'il ne restait que quelques jours, peut-être moins. Hitler acquiesça. Il ne dit rien. Cet après-midi-là, il appela sa secrétaire. Il lui dicta son testament. Il dit qu'il avait nommé Dönitz chef de l'État, qu'il avait exclu Himmler et Göring du parti, qu'il avait été trahi par tous. Puis il s'enferma dans sa chambre. Eva Braun l'accompagna. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur. On n'entendait que la radio, un peu de musique. Le reste du bunker attendait. Ainsi prit fin le règne d'Hitler, non pas par un discours ni par une bataille,
mais par des cris dans l'obscurité, des papiers déchirés, des ordres insignifiants. L'homme qui avait contrôlé la moitié d'un continent se retrouva seul, coincé entre des murs de béton, tandis que le monde extérieur s'effondrait. L'effondrement de la loyauté, Göring, Himmler et la trahison silencieuse. Le 20 avril 1945, alors qu'Hitler célébrait son 56e anniversaire dans son bunker, le maréchal Hermann Göring se trouvait à Berchtesgaden, dans le sud de l'Allemagne, à la résidence surnommée le Nid d'Aigle. De là, il suivait de près les rapports en provenance de Berlin. Il savait que la capitale était presque encerclée. Il savait aussi qu'Hitler ne donnait plus d'ordre clair. Göring n'était pas officier d'active à cette époque. Depuis des mois, son rôle était devenu symbolique. Il avait été officiellement désigné comme successeur d'Hitler en cas d'incapacité. Cette décision datait de 1941. Alors, voyant le chaos s'emparer du gouvernement, il pensa qu'il était temps d'agir. Il envoya un message codé au bunker. Il y annonçait que si Hitler ne parvenait pas à gouverner, il assumerait le commandement conformément à la loi du parti. Il attendait une réponse avant la tombée de la nuit. S'il n'en recevait pas, il supposait devoir prendre le contrôle. Le télégramme fut remis au commandement du bunker. Il fut reçu par Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti et l'un des plus proches hommes d'Hitler. Bormann lut le texte, le considéra comme une menace et le montra immédiatement au Führer. Hitler le relut 2 fois, puis il regarda Bormann. Il déclara que Göring était un traître, qu'il tentait de fomenter un coup d'État, qu'on ne pouvait faire confiance à personne. Il ordonna l'arrestation immédiate de Göring. Cette nuit-là, les SS encerclèrent le domicile de Göring à Berchtesgaden. Ils l'emmenèrent en détention. Ils prirent le contrôle de ses bureaux et lui interdirent toute communication. Ce fut une chute rapide. D'héritier désigné, il devint prisonnier de son propre régime. Pendant ce temps, Heinrich Himmler, chef des SS et l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich, agissait lui aussi de son côté. Les jours précédents, il avait noué des contacts secrets avec des représentants suédois. Par l'intermédiaire du comte Folke Bernadotte, Himmler proposa de négocier une reddition avec les Britanniques et les Américains. Il déclara pouvoir garantir l'ordre en Allemagne. Si les alliés occidentaux acceptèrent de négocier avec lui, les Russes pourraient être empêchés de prendre le contrôle du pays. Sa proposition incluait le maintien d'une partie du parti et de l'appareil SS pour assurer la transition. Les Britanniques restèrent silencieux, les Américains non plus, mais les négociations ne passèrent pas inaperçues. Le rapport des déplacements d'Himmler parvint également au bunker alors qu'Hitler digérait encore la trahison de Göring. Bormann prit sur lui de lui montrer les papiers. Il lui expliqua qu'Himmler avait lui aussi franchi la ligne. Que, pendant qu'il se trouvait dans son abri souterrain, ceux qui se disaient ses alliés négocièrent son remplacement. Hitler perdit le contrôle. Il bondit, jeta les papiers au sol et cria qu'il avait été trompé par tout le monde, que les hommes en qui il avait le plus confiance l'avaient trahi, qu'il ne restait plus personne. Il ordonna l'arrestation d'Himmler. Mais Himmler était introuvable. Il avait fui Berlin. Hitler exigea alors que tous ses postes au sein du parti soient abandonnés, que son nom soit effacé des archives, que personne d'autre ne le mentionne. C'était comme s'il n'existait plus. En seulement 2 jours, ses 2 plus importants collaborateurs avaient été éliminés du cercle. Göring et Himmler avaient fait partie du noyau dur du régime depuis le début. L'un avait organisé l'armée de l'air, l'autre avait créé la SS, les camps et le système de contrôle. Tous 2 étaient désormais hors jeu. La nouvelle de ces expulsions circula rapidement parmi les officiers. Beaucoup ne le dirent pas à voix haute, mais ils savaient que la fin était proche. Si les dirigeants tombaient les uns après les autres, que pouvait-on attendre des autres? Joseph Goebbels était l'un des rares à rester fidèle à Hitler. Il s'installa dans le bunker avec sa femme et ses enfants. Il déclara qu'il mourrait aux côtés du Führer. Il prit des notes, rédigea des communiqués et fit des déclarations pour les stations de radio encore en activité. Il disait que l'esprit allemand n'avait pas baissé les bras, qu'il y avait encore de l'espoir. Mais ces paroles ne convainquaient plus personne. Dans les rues, les combats s'intensifiaient. L'armée rouge avançait bloc par bloc. Les lignes de défense étaient minces. Nombre de combattants étaient des adolescents inexpérimentés ou des vieillards armés de vieux fusils. Hitler recevait des rapports toutes les quelques heures. Ce n'étaient plus des cartes, mais des listes d'unités perdues. Pertes, bâtiments conquis, positions abandonnées.
Il n'avait plus beaucoup d'options. Pour tenter d'enrayer l'effondrement, il ordonna l'exécution d'Hermann Fegelein, agent de liaison SS dans le bunker et beau-frère d'Eva Braun. Accusé de tentative d'évasion, il fut retrouvé en civil et muni de faux papiers. Il fut interrogé par la Gestapo et fusillé. Cette exécution envoyait un message : rester ou mourir. Il n'y avait pas d'autre solution. Personne n'osait proposer d'évasion. Il n'y avait plus de contact avec le monde extérieur. Seul restait l'enfermement. Pendant ce temps, dans le nord de l'Allemagne, Karl Dönitz organisait un éventuel gouvernement de remplacement. Il était en contact avec les commandants de la marine et tentait de maintenir une certaine structure. Il ignorait si Hitler était encore en vie, mais il espérait jouer un rôle une fois la guerre terminée. Hitler, de son côté, continua de signer des papiers. Il désigna Dönitz comme son successeur en cas de décès. Il expulsa officiellement Göring et Himmler. Il nomma Goebbels chancelier. Ces décisions furent prises au milieu de nulle part. Le gouvernement n'existait plus en tant que tel. Le 27 avril, le général Krebs, chef d'état-major, rapporta que les forces russes contrôlaient désormais la quasi-totalité du centre, que le quartier général de la Gestapo était tombé, que les abords de la chancellerie étaient encerclés, qu'il ne restait plus que quelques heures. Cette nuit-là, Hitler appela ses plus proches collaborateurs. Il leur annonça sa décision, qu'il ne serait pas capturé vivant, qu'il mourrait dans son abri. Il demanda que 2 capsules de poison et un pistolet soient préparées. Une pour lui, une pour Eva Braun. Il déclara que tout était prêt, que les autres pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Certains décidèrent de rester. D'autres cherchèrent des issues de secours. Dans ces dernières heures, Hitler ne cria plus. Il se contenta de parler à voix basse. Il répétait des phrases. Il déclara que le peuple allemand avait échoué, qu'il ne l'avait pas défendu, qu'il ne méritait pas de survivre. Le 28 avril, à l'aube, la confirmation définitive arriva. Une chaîne suédoise diffusa un bulletin. Heinrich Himmler avait tenté de négocier la capitulation de l'Allemagne avec les alliés occidentaux. C'était clair, ce n'était pas une rumeur, c'était vrai. Hitler ne dit rien. Il se contenta de regarder sa secrétaire. Il lui demanda de rédiger un testament. Il y déclarait avoir été trahi, qu'il avait fait tout son possible, qu'il n'avait aucun regret. Ce document fut signé dans une petite pièce faiblement éclairée. Il fut également signé par Goebbels, Bormann et plusieurs témoins. Ce fut le dernier acte du pouvoir nazi. Le lendemain, Hitler et Eva Braun s'enfermèrent dans leur chambre. Ils fermèrent la porte. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit. Puis le silence régna. Les corps furent emmenés dans le jardin de la chancellerie. Ils furent aspergés d'essence et brûlés. C'était le dernier ordre d'Hitler, que son corps ne soit pas abandonné. Göring, arrêté, serait libéré quelques jours plus tard par les troupes américaines. Himmler, capturé par les Britanniques, se suicida par empoisonnement avant d'être interrogé. Le Troisième Reich avait pris fin, et il avait pris fin non seulement par les bombes, mais aussi par les trahisons. L'édifice qui semblait de fer avait été brisé de l'intérieur. Ce que les ennemis n'ont pas brisé, leurs propres dirigeants l'ont détruit. L'effondrement total, le bunker devient un tombeau. Le 28 avril 1945, le bunker de la chancellerie à Berlin était isolé. Des explosions secouaient la surface toutes les quelques minutes. Les murs souterrains vibraient à chaque coup. Le sol était couvert de poussière, de débris et de câbles pendants. L'air était lourd et difficile à respirer. À l'intérieur, Hitler passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre privée. Il dormait peu, il faisait les 100 pas. Son visage était pâle, hagard et son corps voûté. Sa main gauche tremblait constamment. Il mangeait à peine. Il ne parlait qu'à quelques personnes. Eva Braun restait à ses côtés. Elle ne se plaignait pas. Elle ne demandait rien. Elle restait assise en silence, l'accompagnait à table et l'écoutait sans l'interrompre. Elle avait décidé de rester avec lui jusqu'au bout. Les autres habitants du bunker vivaient entre routine et attente. Les aides de camp d'Hitler, comme Heinz Ling et Otto Günsch, continuaient d'exécuter machinalement les ordres. Les cuisiniers préparaient des repas simples. Des soldats montaient la garde dans les couloirs, mais personne ne croyait plus en une issue. Le général Krebs continuait de recevoir des rapports du front. Des nouvelles plus mauvaises arrivaient d'heure en heure. L'armée rouge avait percé toutes les lignes. Le centre de Berlin était déjà un champ de bataille. Il n'y avait pas de renfort. Aucune issue de secours n'était possible.
Le 29 avril, à l'aube, Hitler convoqua sa secrétaire, Traudl Jung. Il dicta son testament politique. Dans ce document, il laissa des instructions précises sur la succession. Il désigna Dönitz comme chef de l'État et Goebbels comme chef du gouvernement. Il exclut Himmler et Göring du parti. Il remercia quelques-uns, puis il dicta son testament personnel. Il léguait tout à Eva Braun. Les personnes présentes signèrent Jung, Bormann, Goebbels et plusieurs autres. Ce fut une cérémonie formelle, sans solennité. Personne ne dit mot. Lorsqu'il eut terminé, Hitler se leva et retourna dans sa chambre. Le même jour, Hitler et Eva Braun se marièrent. Ce fut une cérémonie rapide, à l'intérieur du bunker, devant un représentant de l'État. Elle signa son nouveau nom de famille, Eva Hitler. Il n'y eut ni invité, ni toast, ni musique. Juste quelques mots et 2 signatures. En partant, Hitler salua l'assistance. Son visage était immobile. Il annonça que la fin était proche. Dans les heures qui suivirent, il commença à donner les derniers ordres. Il demanda que l'on prépare de l'essence, qu'on choisisse un endroit pour brûler les corps, que quelqu'un s'en charge une fois tout terminé. Günche fut chargé de cette tâche. Hitler appela ses assistants un par un. Il leur laissa le choix entre rester ou partir. Certains choisirent de partir, d'autres dirent qu'ils l'accompagneraient jusqu'au bout. Personne ne subit de pression, seule la loyauté était requise. Goebbels et sa femme Magda décidèrent de rester. Ils descendirent au bunker avec leurs 6 enfants. Ceux-ci ne comprirent pas ce qui se passait. Ils jouèrent dans les couloirs, parlèrent à voix basse et se serrèrent dans les bras. Ce soir-là, le général Weidling fut convoqué au bunker. Il expliqua qu'il ne restait plus assez de troupes, que la ville était divisée en plusieurs poches, qu'il n'y avait plus de munitions, que la reddition était inévitable. Hitler ne répondit pas, il hocha simplement la tête. Le matin du 30 avril, Hitler prit son petit déjeuner avec Eva Braun. Ce fut un repas simple. Puis ils dirent au revoir à l'état-major. Ils se serrèrent la main. Hitler remercia ses assistants. Eva sourit malgré ses yeux rouges. À midi, ils entrèrent ensemble dans sa chambre. Ils fermèrent la porte. Personne d'autre n'entra. Plusieurs minutes passèrent. Puis un coup de feu retentit. Günche et Linge entrèrent. Ils trouvèrent les corps sur le canapé. Eva avait été empoisonnée. Hitler s'était tiré une balle dans la tête. Tout se passait comme il l'avait indiqué. Ils les enveloppèrent dans des couvertures. Les corps furent emmenés dans le jardin extérieur. Là, ils furent aspergés d'essence et incendiés. Des flammes s'élevèrent à travers les décombres. La fumée se mêlait à la poussière des bombardements. C'était la fin du chef du Troisième Reich. À l'intérieur du bunker, le silence était total. Personne ne parlait. Seuls les impacts lointains se faisaient entendre. Goebbels prit le commandement. Il prononça un bref discours. Il déclara qu'il suivrait l'exemple de son chef, qu'il n'abandonnerait pas sa famille. Dans l'après-midi, Magda Goebbels rassembla ses enfants dans une pièce. Elle leur donna des sédatifs. Puis, avec l'aide d'un médecin SS, elle leur administra du cyanure. Un par un, les enfants moururent dans leur sommeil. Personne ne les entendit pleurer. Ensuite, Goebbels et Magda montèrent dans le jardin. Là, ils se suicidèrent avec un pistolet et du poison. Leurs corps furent également brûlés, mais sans succès complet. Les restes furent laissés à moitié carbonisés contre un mur. Les officiers restants se rassemblèrent. Certains projetèrent de s'échapper, d'autres ne savaient que faire. Bormann disparut. On disait qu'il était mort en tentant de s'échapper. Krebs tenta de négocier une reddition avec les Russes, mais aucun accord ne fut trouvé. Puis, il se suicida. Le 1er mai, les troupes soviétiques étaient déjà à l'intérieur du bunker. Elles découvrirent des pièces vides, des papiers déchirés, des meubles détruits. Des cadavres jonchèrent le sol. L'air était irrespirable. Le sol était couvert de sang et de poussière. Ainsi s'éteignit le centre du pouvoir nazi. Pas dans une salle de conférence, pas sur un champ de bataille, mais dans un abri souterrain au milieu des cris, des trahisons et du feu. Le Troisième Reich, promis à Milan, dura à peine 12 ans, et son dernier acte fut un effondrement dans un trou souterrain. Après le silence, reddition, procès et l'ombre d'Heinrici. Le 2 mai 1945, Berlin cessa de résister. À l'aube, le général Weidling, chef de la défense de la ville, apparut devant les troupes soviétiques. Il portait un casque blanc et un mouchoir noué autour du bras. Il annonça que le moment était venu, que tout était fini, que Berlin capitulait.
Des soldats russes l'escortèrent jusqu'à un poste de commandement. Là, il signa les documents, il rendit ses armes. Il ordonna à ses hommes de cesser le combat. Certains ignoraient encore la mort d'Hitler. D'autres le pressentaient. Ses ordres radio étaient inaudibles. Personne ne répondait depuis le bunker. Avec la chute de la ville, la guerre en Europe ne pouvait plus continuer. Le 3 mai, les troupes britanniques occupèrent Hambourg. Le 4 mai, le Danemark et l'Allemagne du Nord capitulèrent. Le 5 mai, l'Autriche tomba aux mains des Alliés. Et le 7 mai, à Reims, en France, la capitulation totale fut signée. Le document stipulait que toutes les forces allemandes cesseraient le combat à 23 heures le 8 mai. L'acte fut signé par le général Alfred Jodl, représentant le haut commandement allemand. Devant lui se trouvait Eisenhower, représentant les États-Unis, et ses alliés britanniques et soviétiques. Le lendemain, la signature fut répétée à Berlin, cette fois en présence directe des commandants de l'armée rouge. Ils voulaient une copie pour leurs archives. Ils voulaient montrer clairement qu'eux aussi étaient impliqués dans la victoire. Pendant ce temps, Heinrich Himmler, toujours en vie, tentait de s'échapper. Il s'était déguisé en simple soldat. Il était muni de faux papiers. Il fut capturé par les Britanniques près de Brême. Lorsqu'ils découvrirent son identité, ils l'interrogèrent. Mais avant qu'il puisse parler, il avala une capsule de poison. Il mourut quelques minutes plus tard. Pendant ce temps, Hermann Göring fut arrêté par les troupes américaines en Bavière. Il fut emmené dans un camp de prisonniers de guerre. Il y attendait son procès. Il nia avoir trahi Hitler. Il déclara qu'il ne cherchait qu'à honorer la succession qu'il avait lui-même signée des années auparavant. Dans les mois qui suivirent, les Alliés commencèrent à rassembler des preuves, photographies, documents, témoignages. L'objectif était de poursuivre les dirigeants nazis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un tribunal international fut créé, son siège serait à Nuremberg. Les procès commencèrent en novembre 1945. Les accusés étaient assis à la barre. Parmi eux se trouvaient Göring, Ribbentrop, Keitel et d'autres dirigeants du régime. Les preuves étaient accablantes. Les images des camps de concentration choquèrent le monde. Göring fut condamné à mort, mais se suicida la veille de son exécution. Keitel fut également reconnu coupable et pendu. Plusieurs autres furent condamnés à la réclusion à perpétuité ou à de longues peines de prison. Certains furent acquittés faute de preuves. Mais le procès laissa des traces. Le monde savait déjà ce qui s'était passé. Dans ce contexte, le général Gotthard Heinrici garda le silence. Il avait été démis de ses fonctions quelques jours avant la chute. Il avait désobéi à l'ordre de tenir le front à tout prix. Il avait ordonné le retrait de son propre chef. Cela l'a sauvé. Lorsqu'il a été capturé par les forces alliées, il a été interrogé. Il a déclaré avoir tenté d'empêcher d'autres morts, qu'il ne croyait plus aux ordres qu'il recevait, qu'il avait vu venir le désastre. Il n'a pas été jugé pour crime. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Il a été libéré des années plus tard. Son image reste celle d'un officier qui a tenté de raisonner, qui a dit la vérité quand tout le monde mentait, qui n'a pas voulu participer à l'effondrement, qui a tenté d'empêcher Berlin de devenir un cimetière. Après la fin de la guerre, l'Allemagne était divisée. L'Ouest était sous le contrôle des Britanniques, des Américains et des Français. L'Est était aux mains des Soviétiques. Berlin a également été divisé. La ville a été laissée en ruine. Les rues n'étaient plus que des amas de pierres. Les bâtiments, des squelettes calcinés. Les habitants, des fantômes vivants. Des millions de personnes cherchèrent de la nourriture. Beaucoup d'autres marchèrent sans but. Les soldats alliés distribuaient du pain, de l'eau et des couvertures. Certains ont abusé de leur pouvoir. D'autres ont tenté d'aider. L'occupation était un équilibre difficile. Les camps de concentration ont été ouverts. Les chambres à gaz furent montrées au monde. Les survivants en furent témoins. Leurs corps étaient réduits à la peau et aux os. Leurs regards vides. Personne ne pouvait dire qu'ils ne savaient pas. Sur les places allemandes, les civils furent contraints de regarder les films, de lire les panneaux, de contempler les fosses communes. C'était une leçon imposée. Beaucoup pleuraient. D'autres baissèrent la tête. Certains persistaient à nier. Le nom d'Hitler fut effacé des écoles, des rues, des documents. Ses photos furent détruites, ses livres emportés. Mais son ombre subsista, dans les décombres, dans les souvenirs, dans les questions sans réponse. Le bunker de la chancellerie fut fermé, scellé, puis détruit. De nouveaux bâtiments furent construits sur ces vestiges. Mais sous terre,
Les couloirs, les salles, les cages d'escalier subsistèrent. Un lieu qui devint le symbole de la chute. Dans les années qui suivirent, l'Allemagne entama un processus de reconstruction. Nouvelles lois, nouvelles structures, nouveaux partis. Mais la division persista. Le mur érigé à Berlin était plus que du béton. C'était une ligne dans l'histoire. Le souvenir des derniers jours du Troisième Reich subsista dans les documents, les photographies, les procès. La scène d'Hitler enfermé dans un bunker, entouré de fumée, trahi par son propre peuple, devint l'emblème de l'effondrement. La figure d'Heinrichi, distante, prudente, subsista, contrastant avec lui. Ce n'était pas un héros, ce n'était pas un martyr, mais il était l'un des rares à oser dire ce que d'autres taisaient, que la guerre était perdue, que continuer à se battre était une tuerie inutile. La fin ne survint pas par une grande bataille, mais par des murmures dans des couloirs sombres, par des décisions prises en silence, par des coups de feu dans des pièces closes, par des corps brûlés sous terre. Ainsi tomba le régime qui avait promis de gouverner le monde, non pas dans la gloire, non pas dans l'honneur, mais dans la peur, le chaos, les trahisons, et par la voix d'un général qui déclara, tant qu'il en était encore temps, « C'est fini ».